Voilà, j'accueille Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Oratrice nationale au sein de la France Insoumise, et puis Daïk Odoui, notre éditorialiste, nous a rejoint. Jean-Luc Mélenchon disait hier, Emmanuel Macron est le président le moins bien élu de la Ve République. Cette formule a suscité une avalanche de réactions indignées du côté de la République En Marche. Est-ce que vous confirmez ces propos? Est-ce que vous reprenez dans votre bouche ces propos de Jean-Luc Mélenchon? Bien sûr, puisque c'est l'abstention la plus forte depuis 50 ans. Vous ajoutez à cela le nombre de bulletins blancs ou nuls, et ensuite le nombre de personnes qui ont utilisé le bulletin de vote Macron, non pas pour soutenir la réélection du président sortant, mais pour faire barrage à Marine Le Pen. Ça a été votre cas? Vous avez voté Emmanuel Macron? Alors, vous savez, nous, au niveau de l'Union populaire, on avait dit pas une voix pour Marine Le Pen, pas une voix pour l'extrême droite, et ensuite, eh bien, liberté de conscience à celles et ceux qui préféreront soit prendre le bulletin blanc, soit le bulletin de vote Macron, ou soit s'abstenir. Et dans le respect justement de l'unité de la force Union populaire que nous avons soulevée, on ne voulait pas donner de consignes et on voulait respecter toutes et tous. Et que donc, la règle qu'on s'imposait, c'est de ne pas dire ni avant le vote ce que l'on ferait, ni après le vote ce que l'on a fait. Donc je ne répondrai pas à votre question. C'est justement pour que ceux qui, par exemple, parmi les insoumis, ont voté pour Marine Le Pen, contrairement aux consignes de Jean-Luc Mélenchon, ils sont un peu plus d'1 million, c'est pour pas qu'ils se sentent désavoués, pour que vous puissiez les retrouver à l'occasion des législatives. Vous pensez que les un peu plus de millions de votes des insoumis qui sont portés pour Marine Le Pen, vous allez les retrouver aux législatives et qui vont pas rester du côté de Marine Le Pen finalement? Moi, j'ai vraiment le sentiment, quand vous analysez les résultats nationalement, puis je le vois aussi dans le 20e arrondissement, que le mot votre d'ordre, arrondissement le 20e arrondissement de Paris, que le mot d'ordre, pas une voix pour Marine Le Pen, pas une voix pour l'extrême droite, il a fait écho. Mais il a fait écho aussi pour des choses très simples. C'est que quand vous regardez le débat de ma question, c'était les gens à qui ça n'a pas fait écho, donc ils sont un peu plus d'1 million. Ils avaient voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Oui. Là, ils votent Marine Le Pen. Alors, au second tour. Voilà. Mais en gros, ils sont un peu plus d'1 million. Est-ce que vous allez les retrouver? Oui, je pense. Je donne un exemple. Par exemple, vous prenez la question des dom-toms, qui ont voté très massivement pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection où il était élu président sur ces territoires-là. Où vous avez une colère énorme contre le président de la République. Quand vous voyez le prix du litre d'eau, parce que l'État est incapable de faire en sorte qu'il y ait un accès à l'eau potable, qu'on est dans une situation où les hôpitaux ont été laissés à l'abandon, où l'école publique est attaquée, et où il y a une situation de précarité dans un mépris du gouvernement énorme. On est contre la politique sanitaire mise en place par Emmanuel Macron, et on considère que Jean-Luc Mélenchon aurait mené une politique sanitaire moins contraignante. Voilà, avec une répression qui a pu avoir des mobilisations sociales extrêmement fortes. Oui, certains fâchés ont pu utiliser un autre bulletin de vote pour exprimer leur colère face à Macron. Mais moi, je vois aussi que personne n'est dupe. Quand on voit le débat de l'entre-deux tours entre Macron et Marine Le Pen, franchement, c'était le suffisant et l'insuffisante. Et donc, on voyait bien que sur la question sociale, celle qui se présentait comme la candidate du pouvoir d'achat était incapable de s'opposer au bilan d'Emmanuel Macron et d'incarner autre chose. Parce qu'en fait, elle est incapable d'avoir un programme alternatif au libéralisme. Donc sur le pouvoir d'achat, elle n'est pas capable de dire blocage des prix. Non, donc son discours était inaudible. Sur la question des salaires, elle disait hausse de 10% des salaires, mais à discrétion de l'employeur. Pendant ce temps, Macron disait prime à discrétion des employeurs. Bon, donc tout ça était du pareil au même. Donc l'espoir qui s'est soulevé au premier tour de la présidentielle va pouvoir avoir sa traduction lors du premier tour des élections législatives. Et moi, je le vois, depuis le premier tour des élections présidentielles, on a plein d'hommes et de femmes qui nous rejoignent sur tous les territoires. On n'avait pas ça en 2017. Et il y a une volonté déterminée de se dire, mais oui, on peut changer réellement la vie des gens si on met en place une majorité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que la hausse du SMIC à 1400 €, le RIC, on peut l'instaurer. Juste, il y a peut-être un petit hic par rapport à ce que vous espérez, c'est le discours d'Emmanuel Macron hier, où il dit qu'il va changer de méthode pour gouverner. C'est un signal envoyé aux gens qui ne lui sont pas favorables, qui ont voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen. Ça peut fonctionner, il est crédible. Le problème, c'est que d'abord, il avait donné aucun signe lors du débat.
Et puis, pas plus tard que ce matin, on a quand même eu cette déclaration de Bruno Le Maire qui laisse présager que finalement, le recours au 49.3 pour imposer la réforme des retraites n'est pas exclu. Alors, En termes de on va changement de l'écouter parce que c'est pas méthode tout à fait ce qu'il a dit. démocratique, oui, mais ça revient à ça. On va l'écouter. Bien sûr. Vu le caractère inflammable de cette réforme, est-ce que vous nous garantissez ce matin que le gouvernement ne passera pas en force, n'utilisera pas le 49.3 pour faire passer cette réforme? Je ne peux pas donner cette garantie, je ne le souhaite pas, ça c'est certain. J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet le plus possible de discussions et de dialogues avec l'espoir de parvenir à un compromis. Pour vous, ça ne suffit pas? Ah bah Ce que non, vient de dire non. l'engagement de Bruno Le Maire, il le souhaite. Il souhaite qu'il n'y ait pas le recours au 49.3. Oui, donc ça veut dire qu'il ne l'exclut pas. Donc ça veut dire que la méthode autoritaire de mépris de classe d'Emmanuel Macron et de casse sociale qu'on a pu subir pendant un quinquennat, Quand on nous promet la Emmanuel même chose, Macron hein. dit hier soir, je veux refonder la méthode, ma méthode, vous n'y croyez pas? Ah non, j'y crois absolument pas. Le bilan en un quinquennat, faut quand même regarder ce que c'est. C'est non seulement une casse des droits sociaux sans précédent, que ce soit sur l'assurance chômage, que ce soit les tentatives sur la retraite et qu'il va essayer de vouloir relancer si on ne l'empêche pas d'avoir sa majorité. Et c'est aussi la méthode. Regardez la répression à l'encontre des gilets jaunes. Le chômage a baissé. Mais oui, mais sous c'est quinquennat d'Emmanuel oui, Macron. sauf que c'est du gros pipeau, parce que la baisse du chômage c'est quand même traduite par une explosion des contrats courts. Il suffit que vous ayez un petit contrat court intérimaire et ça y est, vous sortez des chiffres du chômage. Et donc le bilan en termes de dégradation des rapports Mais de c'est force fini le à bilan, l'intérieur du Daniel salariat, c'est Sibonnet. une catastrophe. C'est fini le Tout bilan. à fait. Là, il a Donc- été élu, il a une promesse, il dit ce qu'il va Donc, faire, ce qu'il sa va faire promesse, autrement. c'est quoi? Sa promesse, c'est soi-disant de faire autrement. Et bien concrètement, dès le lendemain matin, on sent que le 49.3, pour imposer une mesure de régression sociale sans précédent, qui est la retraite à 60 ans, peut être imposé. Donc, que faut-il y répondre à cela? Eh bien, être déterminé et montrer que c'est le Premier ministre qui use ou pas du 49.3. Et donc, avoir pour objectif politique que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre nous donne la possibilité, par une majorité de députés à l'Assemblée nationale, de faire en sorte que la retraite ce soit à 60 ans et à taux plein, de faire en sorte qu'il y ait une allocation d'autonomie pour les jeunes, qu'il y ait enfin une bifurcation écologique. Et tout l'espoir qui a été soulevé par le programme de l'avenir en commun de l'Union populaire, eh bien, on peut le mettre en application aux prochaines élections législatives en faisant le troisième tour. Justement, vous évoquez ces législatives. Jean-Luc Mélenchon se rêve en Premier ministre. Les électeurs de gauche sont-ils prêts à lui faire confiance lors de ce prochain scrutin? On a posé la question à Marseille, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour. Vous voyez ce reportage de Noémie Dahan. À Marseille, il flotte comme une envie de renouveau. Ici, Jean-Luc Mélenchon a séduit un électeur sur 5 au premier tour. Alors malgré la réélection d'Emmanuel Macron, ses partisans veulent encore y croire. Et j'ai l'impression que là, on n'a plus trop le choix et qu'on est à la porte de quelque chose de différent. Là maintenant, oui, moi je dis qu'il y a un coup à jouer. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé sa volonté de se poser en contre-pouvoir et a appelé ses électeurs à rester mobilisés. Le troisième tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Vous pouvez battre M. Macron et choisir un autre chemin. À Marseille, le message a été entendu par ses sympathisants. Pour les législatives, c'est tout ce qui nous reste. Donc oui, je me bougerai. Soit effectivement on fait le choix de laisser l'extrême droite venir au pouvoir par tous les moyens qui lui seront proposés, ou soit effectivement nous de notre côté, on décide de prendre les choses en main et de nous dire que ce troisième tour, on peut faire quelque chose. Et certains Marseillais se prennent à rêver et imaginent déjà Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Si les premiers ministres, ça pèsera dans la balance et j'espère au moins pour nos enfants qu'il y aura des décisions un peu meilleures qui seront prises pour notre avenir, pour ceux de mon fils. Ça serait un contre-pouvoir avec des débats qui me paraîtraient intéressants. Pour ce leader de la France insoumise, reste désormais à unir les forces de gauche. C'est un scénario possible si on arrive à garder notre électorat mobilisé, à mobiliser tout ce bloc populaire et à convaincre des abstentionnistes. Car à Marseille, près d'un électeur sur 3 ne s'est pas déplacé hier pour aller voter. Daniel Sibonnet, on entendait ces électeurs de gauche appeler de leur vœu cette union populaire. Il y a des négociations en ce moment entre la France insoumise, les écologistes et les communistes. Qu'est-ce qu'il y a sur la table de ces négociations?
un grand espoir, d'abord, et finalement une proposition stratégique extrêmement claire. Et dire, ben voilà, nous on a fait un score au premier tour, ça nous donne une énorme responsabilité. Et on peut amplifier l'élargissement de la stratégie de l'Union populaire en leur proposant un objectif. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, donc il faut dégager une majorité pour gouverner. Donc qui dit majorité pour gouverner, il faut donc un programme de gouvernement. Donc on propose des discussions sur cette base stratégique et sur cette base du programme de rupture qui a pu incarner le programme L'Avenir en commun. Alors ça ne veut pas dire prenez l'intégralité du programme L'Avenir en commun ou rien, mais discutons de prenez quand même une bonne partie du programme de L'Avenir en commun. Où est-ce que vous mettez le curseur? Là, c'est là, la question est là. Je veux dire, les électrices et les électeurs ont clairement marqué par leur vote, leur adhésion à ce programme. Mais prenons des exemples concrets. L'enjeu, par exemple, de ce gouvernement va être la question des retraites. Donc, il faut être clair, on ne part pas pour gouverner sans être d'accord. Et pour nous, donc, on met sur la table cet engagement pour nous clair et incontournable qui est la retraite à 60 ans et à taux plein. Si on est d'accord avec ça, si je suis écologiste, par exemple, je suis d'accord avec ça, la retraite à 60 ans, je me présente, mais ça sera sous la bannière L'Avenir en commun, ou je pourrais conserver ma bannière Europe Écologie, par exemple, où il faut absolument que j'ai l'étiquette du parti de Jean-Luc Mélenchon. Je pense, et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit ce sujet-là qui pose souci dans la discussion. Ça paraît évident qu'il faut une cohérence d'ensemble. Et donc, la cohérence de la démarche de l'Union populaire qui faisait qu'on a fédéré des hommes et des femmes qui ont des parcours politiques, associatifs, syndicaux, citoyens différents et qui se retrouvent, non pas derrière une étiquette d'ancien parti, mais dans une démarche nouvelle. On a même fait un parlement de l'Union populaire. Mais il y aura quand même le logo. Donc, on pourra très bien, dans cette nouvelle Union populaire, trouver une modification de ce nom, puisque nous représenterons à ce moment-là quelque chose de plus grand. Mais ça sera bien une bannière en commun quand même. Exactement, et ça ne remet pas en cause l'existence des partis. Moi-même, j'ai ma propre appartenance à un parti, le parti de gauche, qui existe toujours. Vous avez d'autres forces politiques qui sont dans l'Union populaire. On n'a pas ressenti le besoin de mettre nos logos. On est dans cette démarche qui fédère le peuple et qui a montré son succès. Donc moi, je suis pleine d'espoir que chacune et chacun prendra ses responsabilités parce que l'espoir des citoyens et des citoyennes est extrêmement fort pour voir ce programme appliqué à l'Assemblée nationale. Non, et vos alliés, ils auront le droit de siéger dans un groupe indépendant du groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale. Il y aura un groupe écologiste, un groupe communiste, peut-être un groupe socialiste, parce que ça, il n'y a pas pour l'instant de discussion avec le PS, mais peut-être que ils auront le droit d'être indépendants de vous. S'il y a un intergroupe qui permet d'avoir une cohérence, je pense que ce qu'il y a derrière. Parce que quand on a un groupe indépendant, on n'est pas obligé de voter comme les Insoumis. Et donc, l'alliance de départ, elle peut se renverser. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Il faut comprendre la démarche. La démarche, c'est fédérer le peuple et avoir une ambition qui est de gouverner. Et ça doit se faire dans le respect de toutes et tous, des histoires et des parcours et des cadres de fonctionnement. Mais ça doit surtout porter un programme de rupture clair. Et c'est ça qui me semble extrêmement important parce que nous voulons ambitionner de gouverner. Donc, c'est pas une fois que vous arrivez au pouvoir que vous pouvez vous dire « Ah, mais mince, en fait, qu'est-ce qu'on pense là-dessus ?» Non, il faut donc avoir une ambition claire. Vous prenez la question climatique, le rapport du GIEC nous le dit bien. On n'a pas 5 ans, on a 3 ans les communistes, ils sont pour renverser la chose. Vous n'êtes pas pour le nucléaire. Donc, pour autant, on avait déjà réussi à surmonter ce désaccord par le passé. Là, aujourd'hui, il y a un enjeu de passer au 100% énergie renouvelable. Il y a un enjeu en termes d'agriculture, de pouvoir enfin passer à une agriculture paysanne, bio, respectueuse à la fois de l'environnement et de ce qu'il y a dans nos assiettes et qui soit accessible à toutes et tous, en protégeant l'emploi paysan. Il faut engager toutes ces bifurcations. Donc c'est sur ce programme de gouvernement qu'il faut absolument que les discussions sur la base du programme L'Avenir en commun puissent progresser pour que justement, eh bien, on mobilise autant les jeunes, les quartiers populaires qu'on a pu le faire en soulevant cet espoir au premier tour à travers ce 3e tour. Et c'est le 12 et le 19 juin, je le dis à toutes et tous, rejoignez-nous parce que tout le monde peut jouer un rôle décisif dans cette campagne législative. Le message est passé. Que veulent les Français dans ces élections législatives? On se rend compte, selon 2 enquêtes récentes, qu'ils sont favorables à une cohabitation, comme nous l'explique Florence Thiel.
Emmanuel Macron entamera-t-il son second mandat par une cohabitation? C'est en tout cas le souhait d'une majorité de Français selon un sondage Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions, Le Parisien et Radio France. 56% des personnes interrogées souhaitent que le chef de l'État perde les élections législatives de juin prochain. Seuls 20% espèrent qu'il obtienne une majorité à l'Assemblée nationale. Dans le détail, les électeurs de Marine Le Pen sont les plus nombreux, 87% à souhaiter une défaite d'Emmanuel Macron législative, suivis par ceux de Jean-Luc Mélenchon, 84%, ou encore ceux d'Éric Zemmour, 80%. Toujours selon cette enquête concernant les partis, 47% des sondés souhaitent que les Républicains ou le Parti socialiste sortent affaiblis des élections législatives. À l'inverse, les sondés espèrent qu'à 39%, la France insoumise en sorte renforcée, à 38% pour le Rassemblement national. Enfin, qui dit législative dit négociation pour des candidatures communes. Sur ce thème, 57% des sondés souhaitent que les partis de gauche forment une alliance et présentent des candidats communs dans les circonscriptions. Une attente très forte en particulier chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot. À droite, 93% des électeurs d'Éric Zemmour souhaitent que leur parti s'allie à celui de Marine Le Pen aux législatives. Les électeurs du Rassemblement national sont eux 70% à se montrer favorables à une alliance avec le parti Reconquête. Cet appétit pour une alliance à gauche, on vient de le voir dans cette enquête Ipsos, vous la ressentez également dans les discussions qu'il y a au sein de la base de la France insoumise? Oui, il y a un vrai espoir que la démarche Union populaire s'élargisse, s'ancre plus encore. Et puis c'est quand même assez historique, hein. Vous imaginez, on est le lendemain de l'élection de la réélection du président de la République et les différents sondages nous montrent qu'il y a une écrasante majorité des citoyens et des citoyennes qui ne veut surtout pas qu'il ait la majorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils ne veulent surtout pas qu'il puisse mener sa politique. Donc c'est le plus mal aimé des présidents de la Ve République, et pour cause, vu son bilan. Et la question, quelle serait la majorité alternative? Et par contre, dans la majorité, Macron, les Français répondent pas si ce serait une majorité RN ou une majorité exactement LFI. C'est pour ça que là, il y a un enjeu énorme. En fait, des deux. Oui, parce qu'on n'est plus du tout dans le bipartisme, je veux dire droite-gauche, des décennies antérieures. On est finalement face à 4 blocs. Vous avez le bloc extrême marché, ultralibéral de Macron, vous avez le bloc extrême droite, vous avez le bloc Union populaire que nous incarnons, et puis vous avez un 4e bloc. C'est le bloc des abstentionnistes. Et donc là, tout l'enjeu de la bataille, c'était à la fois pour nous d'élargir la démarche Union populaire, et c'est pour ça qu'on tend la main aux écologistes, aux communistes, aux NPA et aux associatifs, aux syndicalistes, à plein de personnalités du monde culturel, de poursuivre et amplifier cette démarche que nous avons initiée. Mais en même temps, on se tourne aussi vers les abstentionnistes. Moi, je peux vous dire, pas plus tard que ce soir, demain, le porte-à-porte reprend pour l'inscription sur les listes électorales pour les élections législatives qui sont jusqu'au 4 et 6 mai. 4 mai par Internet, 6 mai dans la mairie, parce que vous avez pas mal de personnes qui sont mal inscrites et qui souvent s'abstiennent parce que mal inscrites. Ça continue encore. Pour la présidentielle, et là, elles se rendraient compte après la présidentielle. Tout à fait. Exactement, parce que j'en ai croisé pendant les dernières semaines de la présidentielle qui avaient raté le coche de l'inscription par avant. Et c'est pas pour autant, comme c'était foutu entre guillemets, qu'ils ont fait les démarches. Donc là, on a 10 jours où on peut retourner, aller les voir pour qu'ils s'inscrivent. On notera aussi que Jean-Luc Mélenchon n'était pas favorable à une alliance des gauches avant le premier tour de la présidentielle. Il a changé d'avis. En fait, il faut bien comprendre la démarche dans laquelle nous sommes. Et la démarche dans laquelle c'est la même de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que nous, notre logique, c'est pas les accords entre partis, les accords d'appareil. D'ailleurs, vous voyez dans votre sondage, les citoyens et les citoyennes. Là, vous négociez en ce moment avec les appareils et avec les partis. La stratégie, mais autour d'une stratégie, qui est l'accord stratégique Union populaire, avec l'objectif d'un programme de gouvernement. C'est-à-dire pas un accord pour servir des intérêts partidaires, non. Un accord stratégique pour pouvoir gouverner et mener une politique qui répond. Est-ce qu'on bloque les prix? Il y aura quand même des accords sur circo par circo en disant les écologistes ils veulent 50 circos, les communistes ils veulent avoir des députés dans 50 circos. Il y a ce genre de négociations aussi. Il y aura d'abord les discussions, l'axe stratégique, les discussions sur le programme, et si ces conditions-là de travailler ensemble sont retenues, bien sûr que pour nous l'objectif, eh bien ça veut dire une seule liste qui se présente sur l'ensemble de la France et qui va être incarnée. L'Union populaire serait incarnée par
des hommes et des femmes qui étaient issus déjà de la démarche de l'Union populaire et d'autres qui la rejoignent et qui avaient des engagements antérieurs à Europe Écologie Les Verts, au Parti communiste ou NPA. Mais vous comprenez la démarche en profondeur d'élargissement de l'Union populaire. Je voudrais qu'on revienne sur cette déclaration choc de Jean-Luc Mélenchon dans l'entre-deux tours quand il a dit « Élisez-moi Premier ministre ». Est-ce qu'on peut savoir un petit peu comment ça s'est passé dans les coulisses de la France insoumise? Est-ce que c'est un choix qui a été concerté? Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce que vous avez pris de court? Vous avez été pris de court par cette déclaration? Alors, d'abord, vous aimeriez bien avoir les coulisses et non, mais la question est très pertinente parce qu'on quitte Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour, il s'adresse aux jeunes de son parti, il dit « Faites mieux ». Et puis il revient, il s'est reposé, il revient 3 jours plus tard et il nous dit bien sûr, faites de moi le Premier ministre. Parce qu'il faut le temps d'analyser les résultats, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est incarné, et quelle est la perspective. Vous savez, nous sommes au créneau en lui disant Jean-Luc ne part pas, Jean-Luc on n'est pas encore prêt. Jean-Luc on veut que tu sois Premier ministre, vous lui avez dit. En fait, nous sommes très fiers d'une chose, c'est que nous avons une cohérence politique très solide. Et regardez, quand nous critiquons la Ve République, parce qu'elle nous impose une monarchie présidentielle qui, du coup, n'a eu de cesse sous Macron de piétiner le Parlement, on se rend compte, finalement, au lendemain de cette élection du premier tour, que l'on peut complètement détourner, finalement, ces institutions. On aurait voulu que Jean-Luc Mélenchon soit élu président de la République pour convoquer l'Assemblée constituante et passer à une 6e République. Or, là, on a la possibilité, avec la proposition stratégique qui est Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, de faire en sorte que ce soit Emmanuel Macron, le monarque présidentiel, qui est renvoyé finalement au rôle de la reine d'Angleterre. C'est-à-dire finalement rien, et que ce soit le Premier ministre qui puisse, pas tout à fait ça. par une Même légitimité, y compris en cas de cohabitation, certes, c'est le président qui mène la politique extérieure. Non mais c'est pas négligeable par rapport aux positions divergentes qu'ils ont par rapport à Jean-Luc Mélenchon sur la question ukrainienne. Je suis d'accord avec vous. C'est bien pour ça qu'on veut quand même une 6e République. Mais Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, avec son gouvernement de l'Union populaire, eh bien pourra bloquer les prix des produits de première nécessité et mettre le litre d'essence à 1,40 €. Il pourra faire le SMIC à 400 €, il pourra engager la défércation écologique, instaurer le RIC, bref, défendre les hôpitaux, les écoles. Donc tout de suite, cela nous permet, au niveau des élections législatives, de continuer à dire « c'est pas fini ». Le 3e tour est décisif et le 3e tour de la présidentielle, c'est le premier tour des législatives. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir donné votre analyse sur ce second tour de la présidentielle. Dans le